Nous utilisons souvent des produits, des marques dont les noms ont une histoire. Presque tous les noms des marques ont une histoire. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que nous allons traiter aujourd'hui? Restez attentifs et je vais vous l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un plus grand représentant de la sculpture de la Grèce ancienne. Nous allons parler aujourd'hui de la sculpture de la victoire de Samothrace, qui se trouve glorieuse à la fin de l'escalier d'Aru au musée de Louvre, en recevant tous ceux qui viennent visiter ce glorieux musée. En grec, victoire c'est dit Nike, avec la force tonique sur le « et ». Rappelons-nous que les Romains ont partagé avec les Grecs leur panthéon de dieux, sauf qu'ils ont changé les noms. Et dans le cas de Nike, ce nom a été latinisé en Victoire, comme nous le connaissons. Victoire était une déesse née du titan Pallas et de l'océanique Stégia. Avec ses sœurs, elle a aidé Zeus dans son combat contre les titans pour le déplacer de l'Olympe. Et avec le triomphe de Zeus, il a promis de toujours l'amener à ses côtés et de lui accorder sa protection. Chez les Grecs de l'Antiquité, Nike était invoqué avant une bataille, ou lorsqu'un des citoyens voulait entreprendre une tâche particulière. Elle est représentée comme un monstre à 6 membres. Et quand je dis monstre, je ne parle pas d'une chose horrible, mais d'un être qui n'est pas pareil aux humains. C'est forcément le cas de Nike ou de Victoire, dans la mesure qu'elle est représentée comme une belle femme, mais avec des ailes, d'où on dit qu'elle a 6 membres, 2 jambes, 2 bras et 2 ailes. Mais revenons à l'histoire qui nous concerne aujourd'hui. Voyons le contexte historique de l'année 1863 lors de sa découverte. En France régnait l'empereur Napoléon III et dans l'Empire ottoman régnait le sultan entouré de fonctionnaires corrompus qui ont permis que leur pays soit dépouillé pour un peu d'argent. L'Empire ottoman, qui était déjà en déclin à cette époque, dominait encore une grande partie des territoires de la Méditerranée orientale, y compris de nombreuses îles grecques, dont Samothrace. Napoléon III, dans son empressement à donner de l'importance à son pays, envoya des consuls partout dans le monde, et beaucoup d'entre eux n'avaient pas vraiment grand-chose à faire. Les employés de ce service extérieur du Second Empire étaient engagés dans des tâches collatérales, et dans le cas de Charles Champoisseau, vice-consul de France, il se consacra à l'archéologie. Il se rendit sur l'île de Samothrace, où se trouvait un ancien sanctuaire des grands dieux, et il poursuit une fouille qui avait été récemment abandonnée. Avec l'aide des pions grecs et bulgares, leurs efforts ont donné vite fruit lorsqu'ils ont trouvé une statue d'une femme de 2,5 mètres de haut, mais très mutilée. Ils ont trouvé également des grandes pierres de marbre gris à l'endroit qu'ils ne pouvaient pas rapporter à la statue. En retrouvant les restes d'une aile, Champoisseau conclut rapidement qu'il s'agissait d'une belle représentation de Nike. Ses bras, sa tête, son aile droite et son buste gauche manquaient. Après de nombreuses difficultés bureaucratiques et douanières, les boîtes sont arrivées au Louvre à Paris. Là, les spécialistes ont tout de suite compris
qu'il s'agissait d'une œuvre majeure de la sculpture hellénistique. Sans tarder, ils se sont consacrés à joindre les pièces trouvées. C'était le beau corps d'une femme vêtue d'une fine tunique en mousseline qui sculptait son corps contre les assauts du vent, produisant un beau drapé de tous les côtés gauches de sa magnifique silhouette. Peu de temps après, un groupe d'archéologues autrichiens fouillant la zone a conclu que le bloc de marbre gris était la proue d'un ancien navire de guerre grec sur lequel notre Nike venait de se poser triomphalement avec les ailes encore dépliées. Certaines pièces de monnaie de l'époque représentaient cette image. Jean Poisson se rend rapidement à Samothrace, d'où il apporte les blocs et les spécialistes de Louvre parviennent à les assembler. Sur cette proue, ils monteront triomphalement les statues qu'ils avaient déjà. Plus tard, l'espace correspondant au buste gauche a été rempli de plâtre et sur un moule de l'aile gauche originale, ils ont fait de même pour représenter l'aile droite. Les Grecs avaient une importante idée de la théâtralité et les spécialistes ont vite compris que ce groupe était situé au sommet d'une petite colline et les fidèles qui venaient la voir la voyaient bien au-dessus de la proue du navire de guerre à marbre gris et pas en face, mais des côtés. Cette conclusion a été tirée après avoir vu le fin et détaillé travail sur le côté gauche et le peu de finition du côté arrière droit, surtout derrière l'aile, car personne ne les voyait. Avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, le Louvre, comme tant d'autres musées de l'Europe, ont dû vider ses locaux pour protéger ses œuvres en cas de bombardement. Victoire n'était pas l'exception. Il a été amené au château de Valençay où elle est restée jusqu'à son retour sur son site d'origine en août 1945. En 2013, le Louvre a soumis les statues à une 4e restauration, mais cette fois-ci avec les plus sophistiqués instruments de la technologie moderne. Chaque centimètre carré de l'imposante déesse a été étudié en détail par rayonnix, résonance magnétique, études chimiques et un très long, etc. Lors de sa restauration, des couches de saleté accumulées ont été enlevées de sa surface et des ajouts qui avaient été faits dans le passé pour combler les fissures que le temps avait causées sur le corps de la déesse. Elle a été soigneusement nettoyée et après plusieurs mois de travail intense par un groupe de techniciens et d'experts internationaux, Victoire est revenue à sa place d'honneur sur l'escalier d'Aru. Nous ne saurons jamais le nom de l'auteur de cette œuvre, ni la raison pour laquelle elle a été érigée. Les historiens concluent qu'il s'agit d'un ex-voto à l'occasion du triomphe dans une bataille navale qui a lieu dans la mer Égée vers l'année 175 avant Jésus-Christ. Ce que nous pouvons savoir, c'est que le meilleur marbre blanc et gris a été choisi et que celui qui a commandé l'œuvre n'a pas lésiné sur le prix. Avec l'arrivée du christianisme dans les îles grecques et la chute de la croyance en leur Dieu, peu à peu, tous ces anciens temples ont été abandonnés et au fil du temps, les paysans locaux ont utilisé les matériaux
qu'ils ont trouvés, car ils s'étaient à portée de la main. Nous savons que certains de ces paysans utilisaient des morceaux de ces sculptures anciennes pour les cuire et obtenir de l'argent. Heureusement, les parties les plus importantes de la sculpture de la victoire de Samothrace sont arrivées jusqu'à nos jours pour que nous puissions l'admirer. À côté de la Gioconde et de la Vénus de Milo, c'est une pièce les plus importantes du musée du Louvre. Et aussi des plus aimés et appréciés des visitants qui viennent visiter ces grands musées du Louvre. Si mon émission d'aujourd'hui vous a plu, je vous prierai de bien vouloir vous souscrire, faire clic sur la petite cloche comme d'habitude et de le dire à vos amis. Et ainsi je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.